5 mai 1980. Un train sillonne la Yougoslavie. Il transporte la dépouille du maréchal Tito. Image saisissante d'un peuple qui pleure la mort de celui qui a été le symbole de son unité. Ils sont tous là, Serbes, Croates, Slovènes, Bosniaques, Monténégrins, Macédoniens, Kosovars. Onze ans plus tard, la Yougoslavie meurt une deuxième fois. Elle se désintègre dans la plus barbare des violences. Entre 1991 et 1995, il y a 150 000 morts, surtout des civils, dont les 2/3 en Bosnie. Et 2 millions de personnes jetées sur les routes. Que s'est-il passé? Pourquoi le voisin, l'ami, est-il devenu l'autre, l'ennemi de toujours, celui qu'il faut déplacer, nettoyer, tuer? Pourquoi la pureté du sang, ce sang qui coule dans les veines slaves, s'est-il imposé comme l'unique étendard des identités? Pour essayer de comprendre, il faut remonter le temps, dénouer les fils de la tragédie, chercher l'insaisissable vérité sous les décombres des dogmes et des certitudes. Et si ce désir d'unité et de fraternité, pour reprendre la devise de Tito, n'avait été qu'une illusion, qu'un rêve impossible? Et si cette volonté d'imposer un seul État à des peuples si divers avait été le péché originel de Tito, comme celui de son prédécesseur, le roi Alexandre? Car c'est bien pour détruire l'idée même de Yougoslavie que les Balkans se sont embrasés dans les années 1990. Aujourd'hui encore, les haines restent tenaces, ardentes, comme si le mythe de ce pays multiethnique n'en finissait pas de mourir et d'attiser les passions. C'est à Belgrade, la capitale de la Serbie, qu'il faut débuter le voyage et retrouver la mémoire d'une époque lointaine où toute cette histoire a démarré. L'époque de la première Yougoslavie unifiée, la Yougoslavie de la monarchie. Fin 1918, la Première Guerre mondiale se termine. Enfin. Le royaume de Serbie, indépendant depuis 1881, fait partie des vainqueurs. Avec l'aide de la France et de l'Italie, l'armée serbe, dirigée par le prince Alexandre, a libéré les Balkans. C'est lui, Alexandre, ce jeune homme en uniforme qui marche au milieu de ses généraux. Il n'a que 30 ans et il est déjà un homme de grande expérience. Son père, malade et fatigué, lui a confié la régence du pays dès le début de la guerre en 1914. Il est vraiment considéré comme un héros militaire. Il a combattu pendant toute la Première Guerre mondiale. Il est généralement photographié en uniforme. Il devient un symbole de l'unité yougoslave et il est aussi populaire auprès des Serbes que des non-Serbes, en particulier des Croates et des Slovènes. La victoire de 1918 a un goût amer. 1,2 million de personnes disparaissent durant le conflit, soit un quart de la population. Avec l'effondrement des empires austro-hongrois, allemands et ottomans, les Balkans sont en pleine recomposition. Les élites politiques de la région décident de créer un nouvel État. Le 1er décembre 1918, naît le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Et naturellement, le prince Alexandre en prend la tête.
À la conférence de Versailles, qui s'ouvre en janvier 1919, les grands reconnaissent le nouvel ensemble. Il faut dire que le peuple serbe a payé un tribut si lourd à la victoire des Alliés. Et puis, il correspond aux intérêts stratégiques du moment. Le but principal du système de Versailles, mis en place après la Première Guerre mondiale, était d'empêcher la restauration de l'Empire des Habsbourg et d'une Allemagne puissante. De même, le but général était de créer un cordon sanitaire contre l'Union soviétique. Donc, l'intérêt des grandes puissances européennes, et de la France en particulier, était la mise en place d'États puissants dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. En 1920, les frontières du nouvel État sont enfin fixées. Elles s'étendent sur le royaume de Serbie, le Monténégro, ainsi que sur des régions appartenant à l'Empire austro-hongrois défait, la Croatie, la Bosnie et la Slovénie. La Macédoine, possession de l'ancien Empire ottoman, en fait aussi partie. Pour la première fois dans l'histoire, les peuples slaves du Sud forment un seul et même pays. Les principaux promoteurs de la Yougoslavie, au moment de sa création en 1918, voyaient ce pays comme un État-nation, même si cette nation n'était alors pas encore formée. Mais cela ne devait pas poser de problème, car ce sont des Slaves du Sud qui y vivent, ils parlent la même langue et ils n'avaient encore jamais eu l'opportunité de vivre dans un même État. Lors de la formation de la Yougoslavie, tout le monde est pour. Tous les politiques serbes, presque tous les politiques slovènes, ainsi que la majorité des Croates. Ce pays était une promesse. La liberté religieuse y était garantie. Les politiques étaient libéraux, éclairés. Beaucoup étaient francs-maçons. Ils pensaient donc que le pays surmonterait les problématiques religieuses et ethniques. Si le nouveau royaume fait consensus, la tâche du prince Alexandre est immense. Son pays compte maintenant 3 religions, 2 alphabets, 4 langues, et davantage encore de minorités et de nationalités disséminées sur tout le territoire. L'ensemble paraît aussi fragile et improbable que les empires austro-hongrois ou ottomans dont il est en partie issu. D'emblée, une question se pose. Quelle forme institutionnelle doit prendre le nouvel ensemble ? À ce moment-là, les idéologues croates estimaient nécessaire d'organiser la Yougoslavie comme une espèce de confédération ou de fédération, qui serait composée de 5 unités fédérales, voire encore plus. Quoi qu'il en soit, il fallait diviser la Yougoslavie de manière à ce qu'elle soit composée du plus grand nombre d'États fédéraux possible, afin que les Serbes soient en minorité partout. La Serbie était un État très homogène avant la Première Guerre mondiale. Les Serbes ne savaient pas ce qu'était une fédération. Ils ne comprenaient tout simplement pas les problèmes des Croates, alors que eux, les Croates, avaient appris en Autriche-Hongrie à se battre continuellement pour leurs propres droits. En fait, la grande problématique de la question yougoslave est alors la suivante. Laquelle de ces 2 grandes nations arrivera à imposer son hégémonie dans la Yougoslavie? Est-ce les Croates ou les Serbes? En 1921, la Constitution est proclamée. Le nouvel État sera une monarchie parlementaire centralisée. Alexandre régnera sur une seule nation, composée de 3 peuples différents. Aucun droit spécifique n'est donc accordé à quiconque, pas plus aux Serbes qu'aux Croates ou aux Slovènes. Dès 1921, l'autorité du nouveau royaume est contestée. Où ? Dans une petite région montagneuse située au sud de la Serbie, au Kosovo. La population, composée à 60% d'Albanais musulmans, exige son rattachement à l'Albanie voisine. C'est l'insurrection du mouvement dit des Kaçaks.
C'est pour cette raison que de violents affrontements entre les organes de sécurité, l'armée et la gendarmerie d'un côté et les Katchaks de l'autre avaient souvent lieu. Au fond, au temps du royaume de la Yougoslavie, jusqu'au milieu des années 20, le mouvement des Katchaks était très actif, car il représentait l'un des moyens et l'une des méthodes de réalisation du programme national albanais. Le Kosovo constitue en effet le berceau du nationalisme albanais, dont les lointains ancêtres ont été les premiers habitants. Cette région occupe aussi une place centrale dans l'imaginaire slave, surtout serbe. C'est ici qu'en 1389, un prince serbe a perdu une célèbre bataille contre l'Empire ottoman. Pour les Serbes, ce combat perdu illustre l'héroïsme de leurs ancêtres, défenseurs de la chrétienté face à l'envahisseur musulman. Et ce jour est devenu le Vidovdan, le jour de la fête nationale serbe. C'est donc au nom de leur antériorité historique respective, sur ce petit bout de territoire pauvre et enclavé, que Serbes et Albanais ne vont cesser de s'opposer jusqu'à aujourd'hui. En réprimant violemment les Katchaks, le roi Alexandre marque donc la prééminence des Serbes sur le Kosovo et au sein de tout le royaume. Malgré la gravité de ces événements, c'est en Croatie que la contestation de la monarchie est la plus menaçante pour l'avenir du régime. La question croate, depuis le début, était la question autour de laquelle les partis politiques croates s'organisaient, se rassemblaient et élaboraient des plateformes politiques. Et par rapport à cela, le royaume ne tendait pas la main. Tout ce qui venait de Belgrade était de plus en plus dur. Je vais vous donner un exemple. Peut-être aurait-il été utile qu'à un moment donné, l'un des premiers ministres du royaume soit d'origine croate. Peut-être que cela aurait été un pas positif. Un homme incarne cette opposition. C'est Stjepan Radić, le leader du Parti des paysans croates, l'acteur principal de la scène politique en Croatie. Que voulait le Parti paysan croate? Que voulait Stjepan Radić, le leader du parti? Il n'y a pas de réponse évidente à cette question, car Radić était connu pour ses volte-face. Sans doute, à un moment donné, en 1919, il a voulu l'indépendance de la Croatie. Mais pendant les années 20, il a préféré une sorte de fédération, dans laquelle la Croatie aurait une plus grande autonomie. Ce que signifie la Croatie pour lui n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est qu'elle inclut la Bosnie. Il croit que la Bosnie ou une grande partie de la Bosnie fait partie des territoires historiques qui doivent revenir à la Croatie. Les frontières qu'il désire ne sont pas celles de la Croatie de l'époque. Vers la fin des années 20, je dirais que les Croates considèrent Radić comme leur roi, mais un roi sans couronne. La trajectoire politique de Radić s'arrêtera brutalement. Le 20 juin 1928, à Belgrade, au siège du Parlement, un député monténégrin tire sur plusieurs députés croates en pleine séance. Gravement blessé, Stjepan Radić meurt quelques semaines plus tard. L'histoire de la monarchie bascule. Son assassinat en 1928 constitue l'événement le plus dramatique de cette période. Et le peuple croate ne l'a jamais digéré. Lorsqu'on lit la presse de l'époque après ce drame, c'est-à-dire après l'attentat contre Radić, puis à la suite de sa mort, on comprend bien, dès lors, que toute cette affaire allait devenir beaucoup plus compliquée à résoudre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet attentat a été vécu par les Croates de la façon suivante. C'est comme si on avait tiré sur l'État croate lui-même. Stjepan Radić deviendra plus tard une des grandes icônes du nationalisme croate. Sa figure sera aussi bien revendiquée dans les années 40 par les idéologues de l'État Ustashi, l'État croate allié des nazis, que par Franjo Tudjman, le président nationaliste de la Croatie des années 1990.
Pour l'heure, Alexandre doit résoudre la question croate. Il décide d'instaurer la dictature. La constitution est abolie, le parlement dissous et les partis politiques interdits. La dictature est une tentative malheureuse de surmonter les différences ethniques. Le roi Alexandre voulait créer des citoyens yougoslaves appartenant à une nation nouvelle, la nation yougoslave. C'est pour cela que le nom du pays a été changé. Avant la dictature, il s'appelait le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. En 29, le roi le nomme Royaume de Yougoslavie. Ça veut dire que le pays réunit un seul et même peuple. Pour façonner cette citoyenneté yougoslave, de vastes rassemblements auxquels participe toute la jeunesse du royaume sont organisés. Les fameux Sokol. L'objectif ? Dépasser les anciennes identités et exalter le patriotisme envers la nouvelle nation. Plus tard, Tito s'inspirera de cette tradition avec des parades aussi grandioses que démesurées, tout à sa gloire. Et comme pour Alexandre, ce sera le moyen de célébrer l'unité de la Yougoslavie, mais socialiste cette fois-ci. En dépit de ces rassemblements, le roi ne va pas parvenir à imposer cette nouvelle identité yougoslave. Il y a une grande discussion autour de ce projet politique. Était-il une utopie ? Il semble qu'il l'était, en effet. Les différences entre les peuples étaient telles que leur intégration n'a pas fonctionné. C'était l'époque où les identités nationales des Serbes, des Croates et des Slovènes étaient déjà solidifiées. Il était donc impossible de s'attendre à ce que ce royaume unifié subsiste. Avec l'instauration de la dictature, les débats se radicalisent en Croatie. C'est à ce moment-là qu'apparaît sur la scène politique un certain Ante Pavelić. Ante Pavelić était un politicien mineur dans les années 20. Il a été très brièvement membre du Parti paysan croate, mais il faisait partie en réalité d'une extrême droite très radicale, qui était minoritaire à cette époque dans la classe politique croate. Il fonde l'organisation révolutionnaire croate Ustaša. Ustaša veut dire participant au soulèvement, ou rebelle si vous préférez. Ils ne sont pas très nombreux, les chiffres varient en fonction des sources, mais ils n'ont jamais été plus de 4 ou 500, peut-être 200 ou 300 membres officiels. Le projet de Pavelić est radical. Créer un État croate sur des bases raciales. Le moyen pour y parvenir, assassiner Alexandre pour abattre le royaume. Le 9 octobre 1934, le roi Alexandre débarque en France, à Marseille. Il sait qu'il est menacé, mais cette visite officielle est capitale. Les deux pays veulent resserrer leur alliance pour mieux s'opposer aux ambitions territoriales d'Hitler et de Mussolini en Europe. Au milieu d'une foule enthousiaste, protégé par la présence de 2000 policiers, le roi démarre son parcours dans la ville. Une demi-heure plus tard, un homme se précipite sur le cortège officiel et tire à bout portant sur Alexandre. Ces images feront le tour du monde. C'est la première fois que le meurtre d'un chef d'État est enregistré par une caméra. Quelques minutes avant de mourir, le roi dira « Gardez-moi la Yougoslavie ». L'assassin est un indépendantiste macédonien au service de Pavelić. L'assassinat du roi Alexandre a provoqué l'effet inverse de celui escompté par ses meurtriers. Le pays s'est uni dans le chagrin. Le corps du roi a été ramené par bateau à Split, où des dizaines de milliers de personnes l'ont accueilli en pleurs. Sa dépouille a ensuite été transportée en train à Belgrade, puis à Oplenac, une ville du centre de la Serbie où il a été enterré. Sur le passage du train, des milliers de gens pleuraient la mort du roi, exactement comme pour la mort de Tito en 1980.
Pierre, le fils d'Alexandre, n'a que 11 ans. Il ne peut pas régner. C'est un de ses oncles, le prince Paul, qui devient régent. Celui-ci comprend que le yougoslavisme autoritaire voulu par Alexandre ne fonctionnera pas. Alors, il libéralise les institutions et accorde des élections. Pour résoudre la question croate, clé de la stabilité du pays, il accepte de changer la nature du royaume. En 1939, il accorde une large autonomie aux Croates. C'est la Banovine de Croatie. U tim riječima neka bude izražena i velika hvala kako naroda hrvatskoga, tako cijele Banovine, a duboko sam uveren da tu hvalu danas sije cijeli narod Kraljevine Jugoslavije, hvalu ljubavi, vjernosti i odajnosti do groba. Cette Banovine de Croatie a été le début de la fédéralisation de l'État. Sans la Seconde Guerre mondiale, le royaume de Yougoslavie serait sans doute devenu une fédération, comme ce fut plus tard le cas avec la Yougoslavie communiste. En Europe, les événements se précipitent et la Yougoslavie va connaître la période la plus dramatique de son histoire. Mars 1941. Hitler, alors qu'il domine une grande partie de l'Europe, prépare l'invasion de son allié soviétique. Pour sécuriser son flanc sud, il doit maîtriser l'espace yougoslave. Le 4 mars 1941, il reçoit le régent Paul à Berlin, qui, totalement isolé sur le continent, ne résiste pas longtemps aux exigences nazies. Après 4 heures de discussion, un accord est conclu. Paul se range du côté de l'Axe. En échange, Hitler accepte de ne pas faire transiter ses troupes par la Yougoslavie. Le 25 mars, l'accord est signé. Mais 2 jours plus tard, la population de Belgrade refuse cette alliance. Elle se soulève au cri de « plutôt la guerre que le pacte ». Image unique, improbable même, d'un peuple serbe désarmé qui ose défier une Allemagne nazie, triomphante, sur tous les champs de bataille européens. Qui manifeste? Eh bien tout le monde, les communistes aussi. Après 1945, l'histoire officielle affirmait que les communistes avaient été à l'origine des manifestations. Nous savons maintenant que ce n'était pas le cas. En fait, les communistes ont rejoint le mouvement. Profitant de ce climat insurrectionnel, l'armée renverse Paul et dénonce la signature du pacte. La réaction d'Hitler est immédiate. Plus tard, le 17 avril 1941, la Yougoslavie monarchique capitule. Belgrad ist in deutscher Hand, der jugoslawische Staat zerschlagen. Nun ist der Sieg vollkommen. L'Axe et ses alliés se partagent les Balkans. L'Allemagne nazie intègre la Slovénie au Reich et fait de la Serbie un État fantoche. L'Italie, qui a annexé l'Albanie, s'empare du Kosovo et du Monténégro. La Macédoine, elle, est rattachée en partie à la Bulgarie. Enfin, Hitler crée une grande Croatie et met à sa tête Ante Pavelić, le leader des Ustaši. Beaucoup de Croates accueillent favorablement l'idée de la création de cette Croatie indépendante. Il faut dire que cette idée remontait à l'époque de la monarchie austro-hongroise. Elle était défendue par beaucoup d'hommes politiques à l'époque. Donc à ce moment-là, la plupart des Croates soutiennent la naissance de cet État, même s'il est lié aux puissances de l'Axe. Ça ne veut pas dire qu'ils ont accepté l'idée d'un gouvernement Ustashi.
Il est devenu très rapidement évident que ce gouvernement allait devenir violent. Un groupe très violent qui allait organiser la légitimité de la terreur. La violence a d'abord été dirigée contre les Serbes. Très vite, ils ont introduit des lois raciales qui exigeaient que les Serbes portent une sorte de bandeau jaune avec marqué, au lieu de juif, la lettre P pour pravoslani, orthodoxe. C'était très similaire à ce qui se passait pour les Juifs en Allemagne nazie. Évidemment, il y avait également des mesures antisémites. Pendant toute la durée de la guerre, Pavelić mènera une politique d'élimination d'une violence inouïe de tous les ennemis de la race croate, serbes, juifs, tziganes, à travers l'installation d'un vaste système concentrationnaire. Le camp d'extermination de Jasenovac en sera le plus sombre des symboles. À la différence des nazis, les Oustachis ne mettront pas en place de processus industriel pour donner la mort. Pendaisons et armes blanches seront les outils principaux de leur folie destructrice. Aujourd'hui encore, il est impossible de connaître le nombre précis de victimes de ce régime. Sans doute au moins 600 000 Serbes, 60 000 Juifs, 40 000 Tziganes, et des dizaines de milliers d'opposants croates, slovènes, bosniaques ou monténégrins. En avril 1941, au moment de l'effondrement de la Yougoslavie, un officier serbe, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, refuse la défaite et la disparition du royaume. Il se met au service du jeune Pierre, le fils d'Alexandre, installé à Londres. Cet homme, c'est le colonel Draža Mihailović. Il crée le premier mouvement de résistance en Europe contre les nazis, le mouvement des Tchetniks. Il prétendait représenter toute l'armée yougoslave. Finalement, le gouvernement yougoslave en exil, qui était arrivé à Londres à l'été 1941, a entendu parler d'un petit groupe d'officiers et de soldats qui résistaient dans l'ouest de la Serbie. Il est alors entré en contact avec eux. À la fin de l'année, Mihailović est promu général et début 1942, il est nommé ministre de la guerre du gouvernement en exil, tout en restant en Yougoslavie. Encensé par les Alliés, surnommé l'Aigle des Balkans, Mihailović sera désigné homme de l'année en 1942 par le magazine Time. Pendant l'été 41, une autre résistance apparaît, le mouvement des partisans dirigé par un certain Josip Broz, dit Tito. Âgé de 49 ans, Tito a déjà une longue carrière de militant communiste derrière lui. Né dans un petit village croate, il participe à la Première Guerre mondiale au sein de l'armée austro-hongroise. Fait prisonnier, il s'évade, découvre le bolchevisme et s'engage dans l'armée rouge en 1917. Il rejoint ensuite le Parti communiste yougoslave au début des années 20, alors même que celui-ci est interdit. Orateur talentueux, fin tacticien, et surtout proche de Staline, il en gravit rapidement les échelons, et il en prend la tête en 1937. Dès la fin de l'année 41, partisans et tchetniks entrent en concurrence. Très vite, il devient évident que ces deux groupes avaient des différences idéologiques majeures, mais aussi stratégiques. Pour résumer rapidement, l'idéologie de Mihailović est de restaurer la monarchie yougoslave et de protéger les populations jusqu'à l'arrivée des alliés occidentaux. Les partisans communistes veulent, eux, instaurer une république socialiste de type soviétique sur le territoire de la Yougoslavie.
Et Tito, le leader des partisans, décide très intelligemment de minimiser l'idée de communisme. Il parle de la libération des peuples de Yougoslavie, il parle d'unité fraternelle, et il réussit à gagner les soutiens de presque tous les groupes en Yougoslavie, alors que les Tchétniks restent, eux, principalement serbes. Courant 1943, les Alliés abandonnent Mihailović et soutiennent exclusivement Tito, dont les partisans se montrent beaucoup plus efficaces dans la lutte contre les Allemands. Entre guerre de libération et guerre civile, tout l'espace yougoslave tombe alors dans le plus grand chaos. On se retrouve devant un conflit multidimensionnel. Il y a, sur un premier plan, une guerre de résistance contre les occupants étrangers, allemands, italiens, albanais, bulgares, hongrois. Sur un autre plan, une guerre civile idéologique entre les communistes et les non-communistes, les monarchistes. Sur un troisième plan, une guerre ethnique entre les Tchétniks serbes et les Oustachis croates, qui se battent également tous les deux contre les communistes, les partisans, qui sont principalement serbes pendant les 2 premières années du conflit et deviennent peu à peu multinationaux, yougoslaves. La Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie a été très brutale. Plus d'1 million de personnes y ont perdu la vie. Et cette guerre a donné lieu à une autre tragédie. La plupart des victimes sont mortes dans des conflits entre les différentes factions yougoslaves qui prenaient part à la guerre. Le 20 octobre 1944, les partisans libèrent Belgrade avec l'aide des soviétiques. C'est la fin de la guerre. Après 4 longues années de combat, Tito n'a plus aucun concurrent sur la scène yougoslave. Le 20 mai 1945, il est à Zagreb. Une foule immense l'acclame. Il fête ce jour-là le premier anniversaire de ce qu'il appelle sa renaissance. 1 an plus tôt, jour pour jour, il avait miraculeusement échappé aux Allemands. Le 25 mai est désormais la date officielle de son anniversaire. Dans un pays ravagé par la guerre et à peine libéré, plus de 12 000 jeunes yougoslaves se sont relayés pour parcourir 9 000 kilomètres et remettre à Tito des bâtons ornés de vœux d'anniversaire, les fameux štafeta. Cette cérémonie, à chaque fois plus grandiose et démesurée, aura lieu tous les ans de son règne et se poursuivra même après sa mort. Ce culte de la personnalité que Tito initie dès la fin de la guerre est aussi un moyen pour lui d'unifier le pays dans le cadre d'un nouveau système. Sa vision de la Yougoslavie était radicalement différente de ce qu'était la Yougoslavie dans l'entre-deux-guerres, entre 1918 et 1941. Il a essayé de transformer la Yougoslavie en l'exact contraire de ce qu'elle était à cette époque-là. C'était un royaume. Il en a fait une république. C'était un pays unitaire, il en a fait une fédération. Il y a une distinction qui est faite entre citoyenneté yougoslave
avec l'espoir que l'appartenance à un État yougoslave qui assurerait l'élévation du niveau de vie, l'industrialisation, permettrait de dépasser les clivages nationaux, mais en même temps, la reconnaissance qu'au moins au début, avec l'espoir que ça disparaîtrait, mais au moins au début, il fallait reconnaître aussi la multiplicité des identités nationales. La nouvelle Yougoslavie reconnaît ainsi l'existence de 5 nations. Au plan institutionnel, le pays est composé de 6 républiques: la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine et la Serbie. Il y a aussi 2 provinces autonomes, la Voïvodine et le Kosovo, toutes 2 rattachées à la République de Serbie. Ce système complexe est avant tout très centralisé. C'est le Parti communiste yougoslave qui exerce alors l'essentiel du pouvoir. Et pour asseoir définitivement son autorité, Tito solde les comptes de la guerre. Des grands procès sont organisés à Belgrade en juin 1946. Sur le banc des accusés, d'authentiques collaborateurs et criminels côtoient le général Mihailović, le chef des Tchétniks. Tous sont condamnés ou exécutés, Mihailović en tête. Une histoire officielle s'impose. Seuls les partisans de Tito ont résisté. Eux seuls sont donc légitimes pour exercer le pouvoir. Il est parfois suggéré que la Yougoslavie de Tito a tenté d'oublier ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que c'est en partie vrai. C'était plutôt une mémoire sélective. Seule la mémoire qui convenait aux nouvelles autorités, celle de la victoire et du sacrifice des partisans, a été mise en avant. Pour dépasser les divisions de la guerre, Tito fait de l'unité et la fraternité, la devise du régime, les nouveaux piliers de l'avenir commun des Yougoslaves. Il crée alors les Brigades du Travail. Dès 1945, des centaines de milliers d'hommes et de femmes, de tout âge et de toutes conditions, reconstruisent le pays, dans un immense élan collectif. Tito sait que cette unité qu'il souhaite pour son pays, il doit aussi la proposer à toute la région. Les questions nationales y sont si nombreuses et imbriquées qu'elles rendent toute stabilité impossible. En 1948, il envisage donc de créer une ligue balkanique, c'est-à-dire une sorte de rapprochement avec les pays voisins. Alors, ce que voulait faire Tito, c'est à la fois sujet à des controverses, parce qu'il y avait une hésitation entre un projet fédéraliste et confédéraliste, c'est-à-dire quelque chose qui intégrerait donc plusieurs républiques, qui seraient celles émanant de l'ancienne Yougoslavie, d'une part, mais qui pourrait s'étendre avec l'Albanie et qui pourrait éventuellement s'élargir donc vers la Bulgarie ou vers la Grèce. Conscient de la grande popularité de Tito en Yougoslavie, mais aussi au-delà, Staline voit dans ce projet balkanique une menace, la possible émergence d'un modèle communiste concurrent, et il n'en est pas question. La rupture viendra de Moscou par l'imposition, d'une part, d'un isolement total sur le plan économique et la dénonciation du régime de façon totalement mensongère comme étant un régime pro-capitaliste ou comme étant une infiltration étrangère dans le camp soviétique, quelque part, quelque chose comme ça. Ovo je poziv svim destruktivnim elementima da ruše sve ono što smo mi na sreću naših naroda gradili do danas. To je poziv na građanski rat u našoj zemlji, poziv na uništenje naše zemlje. Fin 1948, la rupture est totale. En Union soviétique, les pro-Tito, appelés titistes, sont déportés au goulag. En Yougoslavie, des milliers de staliniens et d'ennemis du régime sont arrêtés et disparaissent, parfois des années, dans des camps de prisonniers. Le symbole le plus sinistre de cette politique se situe sur l'île-prison de Goli Otok, le long de la côte croate.
Jusqu'à la fin des années 50, près de 30 000 opposants y seront enfermés dans des conditions atroces. Au moins 4 000 d'entre eux n'en reviendront jamais. Cette répression se déroule dans le secret le plus absolu. Tito n'hésite pas à faire découvrir, à quelques kilomètres de Goli Otok, une Yougoslavie de rêve, celle de Brioni, son île paradisiaque. Là, dirigeants du monde entier et stars de cinéma se pressent autour du grand homme, le héros de la guerre, celui qui a osé dire non à Staline, sans rien savoir du sort des damnés du régime. Malgré la violence de la répression qui s'abat sur les ennemis de l'intérieur, la rupture de 1948 marque le véritable acte de naissance du régime. Elle sera un des éléments essentiels de l'image héroïque de Tito, de sa popularité, de son indépendance et de la réussite du nouveau modèle qu'il va mettre en place. Eh bien, en 1948, lors du grand différend entre Staline et Tito, en Yougoslavie, il a fallu inventer un nouveau système économique. On a inventé ce qu'on appelle l'autogestion, l'idée de la propriété sociale, qui a imprimé sa marque pour toute la durée du système yougoslave. Da bi radni ljudi ovladali celinom društvenih odnosa, nisu im potrebni posrednici, tutori i usrećitelji, oni koji teže da upravljaju u njihovo ime. Tito smelo vodi komunističku partiju, a sa njom i sve radne ljude Jugoslavije u prvu veliku bitku za samoupravljanje. Predlaže zakon o predaji fabrika u ruke radnika. C'est l'idée qui s'inspire de la Commune de Paris et des idéaux socialistes et communistes, que dans un projet socialiste, ce sont les travailleurs qui devraient devenir les responsables directs, les gestionnaires directs du produit de leur travail. Donc des milliers d'ouvriers, d'ouvrières vont se trouver impliqués dans un processus au niveau de leur entreprise de discussion par assemblée générale sur l'organisation du travail, sur des choix. C'est donc un modèle économique et social original qui combine des aspects socialistes comme la planification, la disparition de la notion même de capital, avec l'octroi de droits aux travailleurs et la reconnaissance de la petite propriété privée, agricole et artisanale. Et ça marche. Jusqu'au milieu des années 60, l'économie explose. Plus de 6% de croissance par an. Et le régime autorise aussi une certaine liberté culturelle et intellectuelle. C'est l'âge d'or de la Yougoslavie. La Yougoslavie est donc le seul pays de l'Europe de l'Est où l'avant-garde régnait dans la littérature, les arts visuels. C'était le seul pays où l'État finançait l'art abstrait, le modernisme dans la littérature, le rock'n'roll. C'était un pays socialiste qui avait une culture entièrement occidentale. Par exemple, quand les émeutes des étudiants ont éclaté en 68, nos étudiants ressemblaient plus aux étudiants de la Sorbonne et de Berkeley qu'à ceux de Varsovie ou de Moscou. Ils lisaient Sartre, Erich Fromm, Marcuse. Contrairement à d'autres pays socialistes, les frontières yougoslaves ont commencé à s'ouvrir. Et nous étions tout à fait libres de voyager partout en Europe. Nous avions certes besoin d'un visa, mais celui-ci était exigé aussi par les pays d'en face. En gros, on voyageait comme les habitants des autres pays européens. C'est certain que la raison de cette ouverture des frontières était économique. Les travailleurs émigrés envoyaient des milliards. Presque 20% du produit national brut venait d'eux. Sur la scène internationale aussi, Tito défend un modèle original. Grâce à la rupture de 1948,
il fait de son pays le seul acteur indépendant du monde socialiste. Il peut alors profiter largement de l'aide financière des États-Unis, pour qui la Yougoslavie représente une tête de pont dans la guerre froide qu'il mène contre l'Union soviétique. Et, en prenant la tête du mouvement des non-alignés dès 1956, Tito entend bien se tenir à l'écart des logiques de bloc et défendre son autonomie. En un rien de temps, Tito a réussi à s'imposer comme un acteur utile et important sur la scène politique mondiale. Et les Américains disaient de lui, il veut que son pain soit tartiné des deux côtés. C'était comme ça au temps de la Yougoslavie socialiste. Mais les succès du régime peinent à dissimuler des tensions sociales et des inégalités croissantes entre républiques que le système fédéral mis en place par Tito devait dépasser. À la fin des années 60, une vague de contestation, aussi bien politique, économique qu'identitaire, ébranle tout le modèle yougoslave. C'est à Belgrade, en Serbie, que le mouvement démarre. Kada gledamo kako se ovi markizi I grofovi revolucije kockaju s pravom se možemo upitati jesu li oni opljačkali narod? Dans la foulée du printemps de Prague et des événements de mai 68, intellectuels et étudiants serbes se révoltent. Leur cible, le modèle économique devenu trop marchand, trop inégalitaire et corrompu. Ce qu'ils réclament, c'est un retour à l'orthodoxie du système, c'est-à-dire une autogestion plus démocratique et plus juste. C'est au tour du Kosovo, la région la plus pauvre de la fédération et qui appartient à la République de Serbie, de s'enflammer. Il n'existe pas d'image de ces événements. La presse de l'époque en rend compte à sa manière. Les Albanais, qui représentent désormais 80% de la population, exigent de se voir octroyer des droits identiques aux citoyens des autres républiques. Je pense que les Albanais essayaient de trouver leur place au sein de la Yougoslavie. Ils ont commencé à se demander pourquoi ils étaient traités différemment des autres. J'ai qualifié l'année 1968 de pierre fondatrice, car à l'époque, les Albanais n'avaient pas leur université. Étant donné qu'ils étaient privés d'un droit fondamental de l'homme, qui est celui à l'éducation, on peut en conclure qu'ils étaient discriminés. Les Albanais avaient besoin d'une émancipation sur le plan intellectuel. Na putu privrednog I društvenog progresa, radni ljudi Kosova svečano su proslavili osnivanje visokonaučne I obrazovne institucije u pokrajini. U prisustvu većeg broja gostiju iz cele zemlje, u Prištini je održana svečana sednica prve skupštine univerziteta. Le pouvoir fédéral accepte donc de céder du terrain. L'université de Pristina ouvre ses portes en 1969. Mais pas question d'aller plus loin et d'accorder au Kosovo le statut de république réclamé par une partie de la population. Pourquoi le Kosovo, qui avait 2 millions d'habitants, n'était pas une république et le Monténégro en était une avec ses 600 000 habitants? Il n'était pas facile de leur répondre parce que le Monténégro est un pays slave et vous n'êtes pas slave. C'était étrange car le socialisme n'aurait pas dû privilégier les nations, slaves ou non. Il aurait dû privilégier l'égalité, pas les nationalités. Enfin, en 1971, le mouvement gagne la Croatie, une des républiques les plus riches. C'est le printemps croate. Une partie des dirigeants réclament plus de liberté économique, plus d'autonomie. Ils exigent de pouvoir disposer librement des recettes de leur république, plutôt que de devoir les redistribuer au sein de la fédération. Les étudiants suivent et se mettent en grève. Le mouvement se durcit. L'autorité même de Tito est directement remise en cause.
ovome pokretu beskompromisni. Jer suverena nacionalna država je povijesno pravo hrvatskog naroda i svatko ko to negira nije ništa drugo nego izdajica. Au-delà des revendications économiques de la classe dirigeante, c'est bien la question croate qui ressurgit dans le débat public 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a en même temps, effectivement, aussi la montée, certainement, à l'intérieur de tout ça, de résurgence et d'éléments de renouvellement d'un nationalisme croate qui se revendiquera davantage de projets séparatistes nationalistes croates, tels qu'on va le revoir et qui se revendiqueront, y compris des premières expériences de Ustashi même, donc croates, qui ne s'exprimeront pas complètement librement en 71, mais dont on verra la réapparition beaucoup plus claire dans les années 80. Face à ces revendications multiples et contradictoires qui menacent l'unité du pays, Tito réagit à sa manière. Il réprime massivement les contestataires serbes, croates et kosovars. Il y a des dizaines de milliers d'arrestations à travers tout le pays. Et il cède aussi de nouveaux droits, dans le cadre de la Constitution de 1974. L'autonomie de la province du Kosovo est élargie, mais le statut de république lui est refusé. Au niveau fédéral, l'autogestion, la planification et l'autorité du parti sont renforcées. Mais dans le même temps, la nouvelle constitution accorde une large autonomie à chaque république. Tito tente donc de concilier l'inconciliable pour sauver la Yougoslavie. Cet ensemble ne va pas donner une cohérence au système et il va au contraire produire une grande défiance, notamment des intellectuels qui étaient plutôt favorables au régime et qui vont basculer vers le nationalisme ou vers le libéralisme dans les années suivantes, et des conflits aussi avec la jeunesse et la montée aussi d'une corruption à l'intérieur du système de parti unique, de clientélisme, si vous voulez, que l'on trouve dans tous les systèmes de parti unique de la région. Belgrade, 25 mai 1979. Comme chaque année depuis 1945, le peuple yougoslave se réunit pour célébrer l'anniversaire de Tito. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti. Ni danas, ni sutra, nikada. Živio nam, dragi druže Tito! Derrière l'inévitable mise en scène annuelle de la cérémonie des Štafeta, la réalité est bien différente depuis les soulèvements serbes, kosovars et croates. Avec la Constitution de 1974, le pays est passé presque insidieusement d'un système fédéral à un système confédéral profondément inefficace. Personne ne veut reconnaître que le modèle yougoslave, après 34 ans d'existence, est à bout de souffle, miné par les divisions, les incohérences et la résurgence de tensions nationales. Et personne n'admet que Tito est bien le seul à pouvoir maintenir l'unité du pays. Mais quand il aura disparu, le système qu'il a mis en place pour fédérer de si nombreux peuples, lui survivra-t-il ? Belgrade, 25 mai 1987. Cela fait 7 ans que Tito est mort. Pourtant, chaque année, le peuple yougoslave continue de célébrer son anniversaire. Le 25 mai 1987, ce sera la dernière fois. Kao što vidite, kolo je krenulo složno.
ali nešto počinje da se dešava. Dobro, gde je to ono složno kolo na početku? Zašto se kola jedno po jedno polako odvajaju? Evo, Srbija se odvojila, pa Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Jedna po jedna republika i pokrajina se odvaja. Zašto igramo 8 različitih kola? Zašto igraju kola na svoje nacionalno prepoznatljive melodije, a ne igraju zajedno? Čini se da nismo sjedinjeni kako bi trebalo da budemo. Ovo shvatamo kao upozorenje, doduše razigrano i raspevano. Avec la mort de Tito, le 4 mai 1980, la Yougoslavie découvre une situation institutionnelle inédite depuis sa création, en 1945. Celui sur qui reposait tout le système n'est plus. Le pays entre dans l'inconnu. Le gouvernement fédéral s'est trouvé dans une situation très difficile après le décès de Tito, puisque c'est lui qui, en fin de compte, tranchait en cas de conflit idéologique ou d'intérêts divergents entre les républiques. Il était en quelque sorte l'arbitre suprême. Il tirait sa légitimité de ce rôle particulier qu'il s'était accordé. En fait, il était au-dessus du système politique lui-même. Sa place et son rôle étaient si particuliers que la Constitution, après sa disparition, a interdit à quiconque d'avoir autant de pouvoir. Et après sa mort, les républiques et les provinces se sont trouvées dans une situation inédite de devoir négocier entre elles. Et cela était déjà en soi problématique. Moins d'un an plus tard, le pays connaît sa première crise institutionnelle et politique. Où ça? Au Kosovo. Depuis la Constitution de 1974, cette province, qui dépend de la République de Serbie, bénéficie d'une large autonomie. Elle s'est vue concéder par Tito les mêmes pouvoirs que ceux exercés par les autres républiques, mais sans en obtenir le statut. Et cela, les Albanais, qui représentent désormais près de 80% de la population, ne le supportent plus. De son côté, la République de Serbie n'a jamais accepté l'autonomie du Kosovo. La province autonome du Kosovo était représentée au Parlement serbe, mais la Serbie n'avait aucune représentation au Parlement du Kosovo. Il y avait donc un déséquilibre qui pesait en faveur du Kosovo. Et les Albanais exigeaient que le Kosovo ne soit pas une province, mais une république. C'était une différence constitutionnelle qui avait une certaine importance. Il y avait de la résistance de la part de la Serbie, comme vous pouvez l'imaginer. Des États confrontés à un mouvement indépendantiste ne réagissent pas très bien. En mars 1981, la province s'embrase. Des émeutes éclatent à Pristina, la capitale. Si la situation économique du Kosovo, région la moins développée de toute la Yougoslavie, exacerbe aussi les tensions, pour beaucoup d'Albanais, leur combat est d'une toute autre dimension. Je ne pense pas que ces différences économiques étaient la seule cause de la volonté des Albanais de se séparer. Je pense que les Albanais revendiquaient avant tout leur autonomie et leur indépendance parce que beaucoup d'entre eux ont considéré que la création de la Yougoslavie, c'est-à-dire le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, était un produit artificiel créé par Versailles au détriment des Albanais. Il s'agit vraiment d'une histoire de différence culturelle. Dans cette façon de voir, on a d'un côté les Slaves du Sud et de l'autre les Albanais qui ne sont pas du tout des Slaves. Ils exigeaient que le Kosovo devienne une république égale à toutes les autres. Ils souhaitaient que l'on valorise le Kosovo. À cette occasion, ils se sont mis à scander des slogans fortement nationalistes qui ont inquiété beaucoup de Serbes, mais aussi les autres Yougoslaves.
La présidence yougoslave, qui comptait 8 membres et prenait des décisions collégiales, décide d'engager l'armée populaire yougoslave contre les manifestants au Kosovo. Pourquoi? Parce que l'on considérait que la création d'une république n'était qu'un pas en direction de la sécession. Aucune des 6 républiques, pas plus la Serbie que les autres, n'est prête à accepter une scission de la Yougoslavie. La répression menée par l'armée fédérale est brutale. Des dizaines d'Albanais sont tués. L'état d'urgence est imposé et l'Assemblée du Kosovo suspendue. L'unité de la Yougoslavie est préservée, pour le moment. Un autre mal menace la cohésion du pays. Un mal plus profond et insidieux que le séparatisme albanais. Un mal qui va en quelques années fracturer la société yougoslave. La crise économique. Les Yougoslaves ont très bien vécu dans les années 70, mais en grande partie avec beaucoup d'argent emprunté. Il y avait donc une dette extérieure conséquente, et le pays n'était pas capable de la rembourser aux conditions initiales. Le Fonds monétaire international est arrivé et a mis la Yougoslavie sous ce qu'on appelle maintenant un régime d'austérité. Et un régime d'austérité, ça cause bien des souffrances économiques et sociales. En Yougoslavie, au début des années 80, les gens ont été soudainement confrontés à cela. Ils ont connu la pénurie des produits de consommation, chose qu'ils n'avaient pas vécue depuis les années 60. De cette époque, je me souviens des restrictions de la circulation. Si la plaque de votre voiture portait un nombre impair, vous aviez le droit de rouler le lundi, le mercredi et le vendredi. Si vous aviez un nombre pair, vous pouviez rouler le mardi, le jeudi et le samedi, et le dimanche en alternance. Les autorités ont pensé que le rationnement ne fonctionnerait pas. Ils ont distribué des tickets. Ça n'a pas marché non plus. Alors ils ont rationné par les prix, et ils ont laissé les prix s'envoler. Bien sûr, tout le monde s'est plaint de l'inflation. Mais les gens devaient acheter du café, du sucre, de la lessive. Alors ils ont fait avec. La Yougoslavie s'enfonce dans la crise. Le chômage augmente. Partout, des grèves éclatent. Et l'inflation explose. Elle passe de 18% en 1981 à 1250% en 1989 et même 2600% l'année suivante. Završavam tako radni staž da ću otići u penziju sa prosječnim štapom. Je li to sramota? Ja radim u ovoj radnoj organizaciji od 61. godine i platu sam ovu primio pre 2 godine veću nek sad. Juče sam primio platu od 5.800.000 i da li možem ja da živim od toga? Dans le cadre de ce régime d'austérité, vous aviez des régions qui s'en sortaient mieux que d'autres. La Slovénie et la Croatie étaient plus développées. Elles tiraient des avantages importants de leur position en Yougoslavie et de son système de fonctionnement. La Slovénie en particulier, puisqu'elle était frontalière avec l'Autriche et l'Italie d'un côté, et de l'autre avec le reste de la Yougoslavie. Le marché fermé de la Yougoslavie fonctionnait très bien. Les marchandises pouvaient être vendues à des prix élevés au sein de la Yougoslavie, puis proposées à prix cassé dans des pays comme l'Italie. Vous avez un lien complexe qui existe entre la contestation sociale qui caractérise les années 80, les grèves, les manifestations, et le réveil des nationalismes. Ce lien complexe, vous pouvez le comprendre si vous mettez au cœur de l'analyse tous les systèmes de réallocation des ressources qui existent dans la fédération. Les querelles concernant l'économie, la question de savoir quelle république exploite les autres était constante. Tandis que les Slovènes estimaient donner trop d'argent au fonds pour les républiques et provinces sous-développées, les Serbes, les Bosniaques et les Macédoniens affirmaient que la Slovénie exploitait les autres. C'était une situation très malsaine. La société prenait vraiment un mauvais chemin. Devant l'incapacité des autorités fédérales à réformer le système hérité de Tito et à lutter contre la crise,
Chaque république se replie sur elle-même et commence à envisager l'avenir en fonction de ses propres intérêts. Le poison du nationalisme se répand dans toute la Yougoslavie. Nous pouvons donc dire qu'à cette époque, la Yougoslavie s'était déjà désagrégée en tant qu'entité économique. Le démantèlement total interviendra, lui, pendant l'été 1990. Donc la Yougoslavie s'est d'abord désintégrée économiquement avant de se désintégrer politiquement. En 1987, un certain Slobodan Milosevic entre en scène. Âgé de 46 ans, il est un des principaux dirigeants de la Ligue des communistes de Serbie. Le grand public ne le connaît pas encore. Il n'était qu'un apparatchik communiste relativement effacé. Un fonctionnaire qui avait travaillé dans des banques, il aurait pu devenir un réformateur. Si on lit les articles du New York Times ou les analyses des diplomates occidentaux, lors de la première étape de sa carrière, on voit que certains voyaient en lui le Gorbatchev potentiel de la Yougoslavie. Fin avril 87, Milosevic est à Kosovo-Polier, une petite bourgade située à quelques kilomètres de Pristina. Il vient rassurer la minorité serbe du Kosovo, inquiète pour son avenir. Le rassemblement tourne mal. La police, composée surtout d'Albanais, est accusée par des manifestants de frapper la foule. Ces quelques mots, prononcés devant une caméra de télévision, changent tout. C'est la première fois qu'un dirigeant serbe de Belgrade associe publiquement son sort à celui des Serbes du Kosovo. Plus rien ne sera jamais comme avant. En Yougoslavie, la règle était de ne parler que du nationalisme de son pays, pas de celui des autres. Si on était croate, on pouvait critiquer le nationalisme croate. Les Serbes pouvaient critiquer le nationalisme serbe. Mais Milosevic s'est mis à critiquer le nationalisme albanais. Là, il a brisé un tabou et il a commencé à se servir du nationalisme comme d'un capital politique et stratégique. C'est ça qui l'a catapulté dans l'orbite politique. À partir de ce moment, il n'est plus seulement un apparatchik communiste comme jusqu'alors, mais un homme en qui les Serbes ordinaires, pas seulement les communistes, commencent à avoir confiance. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Milosevic devient ce jour-là le nouveau héros des Serbes du Kosovo. Son irruption sur la scène politique ne doit rien au hasard. À Belgrade, beaucoup sont prêts à le suivre. Un texte explosif circule alors dans les milieux intellectuels et politiques serbes. C'est un mémorandum rédigé par des membres de l'Académie des sciences et des arts de Serbie. Ce document était d'une part une critique de la politique économique yougoslave, mais également une critique de la politique nationale, ou plus exactement, une description des droits insuffisants des Serbes en Yougoslavie de leur point de vue. Le document en lui-même était très ennuyeux. Il comportait plein d'expressions communistes. Mais il contenait un terme problématique qui apparaissait bien trop souvent, celui de génocide. Il y avait clairement une intention nationaliste derrière l'utilisation du mot génocide. L'affirmation que les Serbes étaient exposés à un génocide culturel en Croatie et au Kosovo n'était pas du tout justifiée et se trouvait très loin de la réalité. Ce document témoigne donc du fait que la nation serbe se considérait alors comme victime et qu'elle avait développé une narration nationaliste autour de ce sentiment de victime.
Milosevic va s'inspirer directement des thèses nationalistes développées dans le mémorandum pour bâtir sa stratégie de conquête du pouvoir. Avec un message simple, les Serbes sont menacés partout aujourd'hui, au Kosovo et dans les autres républiques, comme ils l'ont été hier durant la Seconde Guerre mondiale. Lui seul saura les protéger. Pour transmettre son message, il commence par mettre la main sur les médias. Les médias étaient l'instrument clé du pouvoir de Milosevic. Ce n'était pas en premier lieu la presse écrite, mais la télévision. Parce que dans les villages serbes, personne n'achète les journaux. Les gens regardent la télévision, surtout la chaîne nationale. Il a consacré beaucoup de son énergie à prendre le contrôle de la télévision. Celui qui contrôle le passé peut contrôler le présent. En ce sens, au milieu des années 1980, les intellectuels de Belgrade ont commencé à déterrer des secrets que les communistes avaient dissimulés. Pour la première fois, on commence à parler publiquement du génocide contre les Serbes en Croatie pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque de l'État indépendant de Croatie, cet État fantoche, l'État Ustashi. C'est alors qu'on a commencé à se servir du passé à des fins de manipulation. À partir de 1987, la télévision de Belgrade multiplie les programmes destinés à rappeler que les Serbes sont un peuple martyr, malmené par l'histoire. Un documentaire intitulé « Voici nos enfants », diffusé en 1991, est l'exemple typique de cette tendance. Ce film raconte une campagne de fouilles menée en Bosnie par des spéléologues qui exhument des victimes serbes tuées lors de la Seconde Guerre mondiale par le régime Ustashi. En 32 jours, près de 3000 corps sont remontés à la surface. Ils seront plus tard enterrés en présence de hauts dignitaires de l'Église orthodoxe. Tout est fait pour glorifier l'âme serbe et réveiller dans la mémoire collective des téléspectateurs le sentiment de persécution. Ainsi, l'ensemble du peuple croate est criminalisé. Celui d'hier, pour ce qu'il a fait entre 1941 et 1945, comme celui d'aujourd'hui, pour ce qu'il pourrait être tenté de recommencer. Grâce à l'utilisation des tragédies du passé, Milosevic espère devenir le nouveau maître de toute la Yougoslavie. Un nouveau Tito. Un Tito serbe. Slobodan Milosevic voulait la même chose que la plupart des politiciens serbes. Il voulait renforcer la position de la Serbie en Yougoslavie et créer une fédération plus centralisée. D'autre part, les communistes croates et slovènes voulaient, eux, une fédération de Yougoslavie un peu molle, un hybride de fédération ou une sorte de confédération. En fait, ce qu'était déjà la Yougoslavie conformément à la Constitution de 1974. Comme lors de la première Yougoslavie unifiée du roi Alexandre après 1918, ou celle de Tito après 1945, c'est une nouvelle fois le même débat qui ressurgit, celui de l'organisation de l'État. Quelle forme institutionnelle doit avoir l'espace yougoslave ? Pour Milosevic, la réponse est claire. Le modèle fédéral ne fonctionne plus. La Yougoslavie doit être recentralisée, avec lui à sa tête. Pobedit ćemo dakle, bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo.
da u svaku bitku ulazimo sa namerom da je dobijemo, da nepravedne Pour modifier la constitution yougoslave dans le sens qu'il souhaite, Milosevic doit devenir majoritaire au sein de la présidence fédérale, seule instance compétente en la matière. Comment? En remplaçant les dirigeants des républiques et des provinces qui la composent. Et c'est grâce à la rue qu'il va imposer par la force ses alliés politiques. Zašto? Šta misliš, šta će se danas dogoditi? Treba da srušimo pokrajinsko rukovodstvo. Octobre 88. Milosevic organise et finance des manifestations en Voïvodine, l'autre région autonome de la Serbie, pour y placer des proches à sa tête. C'est la révolution dite des yaourts. Dobar dan. Broj učesnika protestnog zbora u Titogradu rapidno raste. Čuju se parole, hoćemo ostavke, dolje foteljaši, mi ovo nismo htjeli. Janvier 89. Milosevic poursuit la même stratégie au Monténégro, qui se range de son côté. Crne Gore su i naši reporteri. Drugarice i drugovi, proglašenjem ustavnih amandmana vratili smo našoj republici državni i ustavni suverenitet. Mars 89. Milosevic fait adopter par le Parlement serbe la suppression de l'autonomie du Kosovo, dont les nouveaux dirigeants lui sont évidemment acquis. En seulement quelques mois, il a mis la main sur presque la moitié de la Yougoslavie. Milosevic pouvait compter sur 4 votes au sein de la présidence fédérale, sur le vote des Serbes, de la Voïvodine, du Kosovo et du Monténégro. La présidence fédérale comptait 9 membres. 8 y représentaient chacun une république ou une province, et le 9e était le président de la Ligue des communistes de Yougoslavie. Milosevic pensait que s'il gagnait le pouvoir dans la Ligue des communistes de Yougoslavie, il pourrait compter sur 5 voix sur 9 dans la présidence fédérale. Et une fois qu'il aura obtenu cette 5e voix, il sera majoritaire et pourra changer les institutions yougoslaves. Le 28 juin 1989, Slobodan Milosevic se rend une nouvelle fois au Kosovo. Il vient célébrer les 600 ans de la bataille de Kosovo-Polier, cette fameuse bataille de 1389 qui a fait du Kosovo la terre sacrée des Serbes. Des centaines de milliers de personnes viennent commémorer le courage et l'héroïsme de leurs lointains ancêtres. Surtout, ils viennent célébrer les récentes victoires de Milosevic et celles à venir. C'est le triomphe du nationalisme serbe. 6 vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene, ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti, bez tih dobrih osobina koje su onda davno bile prisutne na polju Kosovu. Je pense que la clé de son succès est due au fait qu'il a réussi à satisfaire 2 groupes distincts. Ceux qui s'étaient prononcés pour un État national serbe et ceux qui parlaient de sauvegarder la Yougoslavie. Il a ainsi résolu la quadrature du cercle. Son succès n'était pas toujours égal avec les 2 groupes, mais il est le seul qui a réussi à jouer sur les 2 tableaux. À la fin des années 80, il y a eu cette coalition de nationalistes et de partisans de la Yougoslavie. Ces 2 groupes soutenaient Milosevic. Alors que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter l'autoritarisme triomphant de Milosevic,
C'est une toute autre histoire qui se déroule dans le reste de l'Europe de l'Est. À Sofia, Budapest ou Prague, le monde communiste se fissure. Partout, des hommes et des femmes réclament ce dont ils ont été privés pendant des décennies, la liberté. Cette révolution en marche trouvera son dénouement final en décembre 1989, avec la chute du mur de Berlin et la fin officielle de la guerre froide. En Yougoslavie, la Slovénie est la première à suivre ce mouvement. Un nationalisme slovène émerge, bien différent de celui prôné par Belgrade. En mai 1989, les intellectuels se font les porte-paroles de la population et rendent publique une déclaration. Nesporazumi, provokacije in tudi odkrite sovražnosti, ki jih danes doživljajo Slovenci v Jugoslaviji, nas pripričujejo o prelomnosti sedajnega zgodovinskega trenutka in nas obvezujejo, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti. Ce que veut la société civile slovène, c'est le pluralisme politique, l'économie de marché et la liberté d'expression. La composition ethnique de cette république favorise une telle évolution. Du point de vue national, nous étions un pays très homogène. Étant les plus développés, nous avions un grand nombre de travailleurs venant du sud de la Yougoslavie. Les gens venaient travailler dans le bâtiment. Mais nous n'avions pas de minorité nationale. Ou plutôt, nous n'avions qu'une petite minorité hongroise et une petite minorité italienne. À part cela, nous étions un pays très homogène. C'était bien sûr très important en 1990, parce que c'était beaucoup plus facile que dans un État qui n'était pas homogène du point de vue de ses nationalités. Milan Kučan, le président de la Ligue des communistes slovènes, prend la tête du mouvement. Fin septembre 1989, il fait adopter par le Parlement de Ljubljana une déclaration de souveraineté. Désormais, les lois slovènes l'emportent sur les lois fédérales. L'idée d'une indépendance commence à émerger. La classe politique croate suit naturellement le mouvement. Il faut dire que de l'autonomie des années 30 au printemps croate des années 70, elle a toujours cherché à s'affranchir du rôle trop important à ses yeux joué par Belgrade. Le nationalisme croate a traditionnellement deux ennemis. L'un est la Yougoslavie en tant que telle, l'autre les Serbes en général et les Serbes de Croatie en particulier. Cette idée provient de la thèse que les Serbes, qui forment la nation la plus grande, représentent toujours un danger pour le développement de la Croatie et que la Croatie est potentiellement toujours en position défavorisée, celle d'une nation plus faible. En 1989, la Ligue des communistes croates autorise le multipartisme. Plus d'une trentaine de partis politiques vont apparaître, 2 fois plus qu'en Slovénie. Partout, les meetings se multiplient. Želimo također konačno ukidanje pojma politička emigracija, koji danas u svijetu imaju samo totalitarni režimi, jer demokratska društva imaju samo opoziciju. Ko u tome može, u stvaranju tih epohalnih dostignuća, zanijekati zasluge i veličinu Tita i političke snage koje je bio na čelu? Ako je netko spreman voditi bezumnu nacionalnu politiku, onda mora biti svjestan da se takva politika skupo plaća, da ona u pravilu vodi u katastrofu i zato joj i ovdje danas kažemo ne. Un certain Franjo Tudjman crée le HDZ, l'Union démocratique croate, une organisation résolument nationaliste. Âgé de 67 ans, il a été un des plus jeunes généraux de Tito dans les années 50. Il est devenu historien, puis surtout militant nationaliste. Il espère bien que grâce au climat actuel, lui et ses amis pourront imposer leurs idées. Mi ćemo hrvatsku politiku voditi u interesu hrvatskog naroda.
Nećemo ništa drugo nego da budemo svoji na svome. Srbija je bila i ostala razlomak Jugoslavije. I zato Srbija ne može vladati sa Jugoslavijom. La Bosnie-Herzégovine, de son côté, ne veut pas entrer dans une logique d'affrontement avec la Serbie. La composition de sa population ne le lui permet pas. À la différence des autres républiques, aucun groupe ethnique n'y est majoritaire. C'est une véritable mosaïque. En 1991, il y a 40% de musulmans, 31% de Serbes et 17% de Croates, sans compter les autres minorités. Les Bosniaques sont très conscients que si la Yougoslavie s'écroule, ce sera très dangereux pour eux. Ils sont aussi conscients que si tout le monde plonge dans le nationalisme, ils vont avoir un problème, parce qu'il n'y a pas de nation majoritairement bosniaque. Et il y a des hommes politiques qui vont vouloir profiter de cela. Les politiciens musulmans vont invoquer une nation musulmane, des politiciens serbes une nation serbe, des politiciens croates une nation croate. Et si on regarde une carte de Bosnie-Herzégovine, on voit qu'elle est entourée sur deux côtés par la Croatie et sur un côté par la Serbie, ce qui est fondamentalement très dangereux. Les élites politiques de Bosnie-Herzégovine vont finalement se rabattre sur une défense un peu vaine du dogme titiste. C'est-à-dire, on défend la Constitution de 1974, point. D'une part, parce qu'on craint de perdre, dans tous les cas de figure, si on touche à cet ordre-là. Et d'autre part, parce qu'on craint aussi que si on touche à cet ordre-là, on va diviser la Ligue des communistes de Bosnie-Herzégovine elle-même. Belgrade, 22 janvier 1990. 14e congrès de la Ligue des communistes de Yougoslavie. Pour Milosevic, c'est l'heure de vérité. S'il parvient à faire élire un de ses proches à la présidence de la Ligue, il obtiendra la fameuse 5e voix qui lui manque au sein de la présidence fédérale. Et plus personne ne sera en mesure de s'opposer à lui. Les recherches sociologiques menées au sein du parti, parmi les membres de la Ligue communiste de Yougoslavie, ont montré que Milosevic était très populaire dans les rangs du parti. Au sein du parti, la structure ethnique était bien plus favorable à la Serbie. Autrement dit, il y avait plus de Serbes dans le parti qu'il n'y en avait parmi la population. Certains peuples, comme les Slovènes, étaient sous-représentés. Les Monténégrins, eux, étaient fortement représentés car ils étaient déjà sous l'influence de Milosevic. Dès le lendemain, au deuxième jour du congrès, les délégations slovènes et croates quittent la salle. Elles refusent le coup de force de Milosevic. Le congrès est ajourné, il ne reprendra jamais. La Ligue des communistes de Yougoslavie cesse d'exister. L'homme fort de Belgrade a perdu son pari. Il ne régnera pas sur l'ensemble de la Yougoslavie. Il va devoir réviser ses ambitions et agir différemment. Désormais, la fédération est divisée en deux. La Serbie et ses alliés d'un côté forment un bloc centralisateur et autoritaire. De l'autre, la Croatie et la Slovénie, avec la Macédoine, prônent une évolution confédérale du système. L'antagonisme est total. Isolée, la République de Bosnie-Herzégovine refuse de choisir. La désintégration de la Yougoslavie est en marche. Deux mois plus tard, en avril 90, on vote en Slovénie. Ce sont les premières élections libres organisées en Yougoslavie depuis 1945. Milan Kučan, le dirigeant de la Ligue des communistes slovènes, est élu président de la République. Le gouvernement slovène de 1990 visait à instaurer le capitalisme. C'était un des objectifs.
Le deuxième objectif était de devenir indépendant, si ce n'est que l'indépendance n'était pas encore parfaitement définie. La Slovénie avait l'idée que son statut allait simplement changer. C'était à l'époque où il devenait clair que la Yougoslavie cesserait d'exister en tant qu'État. Et on se demandait quelle forme prendrait la dislocation. Serait-elle pacifique ou cela passerait-il par la guerre ? En Croatie aussi, le processus démocratique suit son cours. Le 6 mai 1990, le HDZ remporte les élections législatives et Franjo Tudjman devient président. Il va pouvoir appliquer son programme, bâtir un État croate réservé aux seuls Croates. Pourtant, plus de 20% de la population est serbe, slovène, hongroise ou musulmane. Comme la Serbie de Milosevic, la nouvelle Croatie de Tudjman remet en question les dogmes historiques de l'époque de Tito et manipule la mémoire à des fins partisanes. Mais dans un sens opposé. Les victimes de la grande histoire ne sont plus serbes. Désormais, elles sont croates. Un nationalisme ethnique s'installe au pouvoir. Pobornici hegemonističko-unitarističkih ili jugoslavensko-velikodržavnih shvaćanja vide u programskim ciljevima HDZ ništa drugo do zahtjeve za obnovom ustaške NDH. Pritom zaboravljaju da NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako povijesnih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom. Vous avez la réhabilitation, ou plutôt une tentative révisionniste très intense pour déclarer que les Ustashi, qui étaient des fascistes et des nationalistes croates pendant la Seconde Guerre mondiale, ne sont considérés désormais que comme des anticommunistes. Et personne alors n'a dit « c'est quand même un délit de prôner le fascisme et de nier le génocide et le nettoyage ethnique des Serbes, des Roms et des Juifs qui ont eu lieu en Croatie ». Soudain, personne ne s'opposait plus à cela. Tudjman choisit comme nouveau drapeau de la République de Croatie le drapeau traditionnel à damier rouge et blanc, qui remonte au XVIe siècle. Ante Pavelić, le chef des Ustashi, avait adopté le même drapeau à quelques nuances près en 1941. Il franchit ensuite une nouvelle étape dans l'élaboration d'un futur État ethniquement homogène. Les Serbes de Croatie, qui représentent 12% de la population, se voient retirer le statut de peuple constitutif de la République, un statut qui remonte à 1945. Ils ne forment plus qu'une minorité nationale comme les autres. Du jour au lendemain, ils perdent toute influence politique et économique. Srpski politički narod bi morao imati sva prava kao hrvatski narod u ovoj republici kada bi bila historijska i demokratska. To je genocidni akt i genocidni recidiv jedne politike. En Krajina, une région du sud-ouest de la Croatie, peuplée majoritairement de Serbes, la politique menée par Franjo Tudjman radicalise les esprits. Upotrebljava za nas izraze kao pučanstvo, banda, teroristi koji ni jedan metak nisu ispalili. Kakvi su to teroristi? Ono nikakoj demokratiji, nego on samo uzbuđiva hrvatski narod, još da bude uzbuđeniji i da mi budemo protiv toga naroda. 41. godine bježao sam ovdje, a sad ne bi išao vidjeti. À l'été 1990, les Serbes de Krajina prennent les armes contre les autorités croates. Partout, des barricades apparaissent. La région s'isole du reste du pays. A šta vi radite, ljudi? Stražarimo jebi, da ne bi naišli. Ko? Ma ko, Tudjmanovci. Le 26 août 1990, la Krajina proclame unilatéralement son autonomie. Tudjman perd de facto le contrôle de la région. Mi nikoga nećemo ubijati ako nismo izazvani. A kad je Srbin u nevolji, kad je izazvan, onda se zna šta on radi i kako se brani. Pour Milosevic, le soulèvement des Serbes de Croatie est une aubaine. Il les soutient aussi bien politiquement que militairement. Depuis son échec au 14e congrès de la Ligue des communistes de Yougoslavie, en janvier 90,
L'homme fort de Belgrade poursuit désormais un autre objectif, bâtir et diriger ce qu'il appelle une Yougoslavie partielle, composée de la Serbie, du Monténégro, de la Macédoine, d'une partie de la Bosnie et des territoires serbes de Croatie. La réunion de tous les Serbes dans un seul État, fût-il à l'intérieur d'une Yougoslavie partielle, se heurte au projet nationaliste de Tudjman, qui refuse de voir son pays amputé de la Krajina. L'escalade semble irréversible. Chaque action de Slobodan Milosevic provoquait la réaction de Franjo Tudjman et vice-versa. Cela a toujours été comme ça dans l'histoire des Serbes et des Croates. Chaque action des nationalistes serbes provoquait la réaction des nationalistes croates et inversement. C'était comme cela. C'était un jeu. Les Serbes et les Croates ont toujours lutté pour le pouvoir en Yougoslavie. Évidemment, le nationalisme était maintenu par la peur, par le sentiment d'être menacé par l'autre, par la conviction que l'autre souhaite nous infliger du mal. Donc, la plupart des dynamiques nationalistes n'étaient pas basées sur le souhait d'un grand État serbe, albanais ou croate, parce qu'on trouvait cette idée attirante et qu'elle nous emplissait d'enthousiasme, mais bien plus sur la peur d'être dominé par l'autre. Malgré leurs projets concurrents, Milosevic et Tudjman sont d'accord sur un point. Les frontières géographiques de chacun de leurs futurs États devront correspondre à leurs frontières ethniques. Résultat, la République de Bosnie-Herzégovine, peuplée de musulmans, mais aussi de Croates et de Serbes, va être la grande victime de leurs ambitions. Ils semblaient être adversaires, ce qu'ils étaient bien sûr. Tudjman voulait une Croatie indépendante. Il voulait chaque centimètre du territoire croate et aussi une bonne partie du territoire bosniaque. Milosevic visait, lui, une Yougoslavie partielle, qui, de son point de vue, devait inclure aussi une partie de la Bosnie-Herzégovine. Depuis les élections de décembre 1990, c'est Alija Izetbegović, le leader des musulmans, qui préside la Bosnie-Herzégovine. Mais il ne préside qu'une coquille vide. Il doit partager le pouvoir avec les Croates et les Serbes de Bosnie. Son pays est au bord de la guerre civile. La question est, que veulent les musulmans? Que veut Alija Izetbegović? Il est très conscient du fait que les musulmans forment le plus grand groupe, mais ne sont pas majoritaires dans la population. Et bien sûr, ça lui pose un énorme problème. Parce que si la Yougoslavie s'écroule, que va devenir la Bosnie? En mars et avril 1991, Tudjman et Milosevic se rencontrent à 2 reprises, alors même que la situation des Serbes de Croatie peut dégénérer en un conflit ouvert. Au menu de leur discussion, le démembrement de la Bosnie-Herzégovine. Milosevic et Tudjman élaboraient différents projets et se mettaient ensuite d'accord. L'une des possibilités était la division de la Bosnie-Herzégovine. La partie dans laquelle les Serbes sont majoritaires appartiendrait à la Serbie. Et la partie où les Croates sont les plus nombreux reviendrait à la Croatie. Mais il restait toujours la question. Que faire avec les musulmans? Doit-on former un petit État musulman ou simplement les répartir? Milosevic et Tudjman pensent que Izetbegović est un acteur faible, sans armes, pour dire les choses simplement, et qu'ils pourront lui imposer leur volonté. Izetbegović refuse le projet de partition de la Bosnie-Herzégovine parce que dans une partition de la Bosnie-Herzégovine, les musulmans ne peuvent que perdre et se retrouver avec un mini-État non viable, n'associant pas dans un seul territoire toutes les populations musulmanes. En s'opposant à Milosevic et à Tudjman, Izetbegović sait qu'une guerre interviendra tôt ou tard sur le sol de son pays. En attendant, le processus de décomposition politique de la Yougoslavie, amorcé avec les élections en Slovénie et en Croatie, entre dans sa phase finale. Objavljujemo cijelome svijetu da se današnjim danom
Republika Hrvatska proglašuje samostalnom I suverenom državom. Slovesno razglasim, da se je slovenski narod odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie proclament leur indépendance. La Fédération socialiste de Yougoslavie, créée en 1945 par Tito, n'existe plus. Ces images de liesse populaire à Zagreb ou Ljubljana cachent mal la tragédie qui s'annonce. L'explosion des nationalismes, la manipulation des tragédies du passé et les stratégies suicidaires des principaux acteurs politiques ont fait leur œuvre. Nemojte da se neko djete izgubi. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Ovo je živio. Cette décennie de guerre aura été d'une brutalité inouïe. 150 000 morts, dont les 2 tiers en Bosnie. Un nettoyage ethnique généralisé. Plus de 2 millions de réfugiés et de déplacés. Et partout, la victoire des nationalismes. Pour imposer la paix, la communauté internationale accepte que 7 États succèdent à l'ancienne Yougoslavie multiethnique. La Slovénie, la Croatie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine. Le Kosovo, reconnu par plus de la moitié des membres de l'ONU, est indépendant de fait. Reste le cas de la Bosnie-Herzégovine. C'est sur son sol que les tragédies ont été les plus sanglantes. Les accords de Dayton de décembre 1995 créent un État pacifié mais ingouvernable. La Bosnie-Herzégovine est désormais l'union de 2 entités distinctes, avec chacune leurs institutions. La République serbe de Bosnie, peuplée de Serbes, et la Fédération de Bosnie et Herzégovine, peuplée de musulmans et de Croates. Sarajevo, la capitale de l'ensemble, accueille la présidence collégiale représentant les 3 communautés, ainsi qu'un haut représentant de la communauté internationale. Le pays est en réalité sous tutelle, surtout avec 40% de chômage et des partis nationalistes toujours au pouvoir depuis la guerre. Il est profondément déchiré. Si vous allez sur le terrain et si vous parlez avec les gens, vous remarquerez que les Serbes font leurs courses dans des magasins dont les patrons sont serbes, les Bosniaques dans ceux dirigés par des Bosniaques. Les gens fréquentent les cafés dont les patrons sont de leur nationalité. Si vous jetez un regard sociologique, vous verrez quelque chose que la métaphore du conflit gelé décrit le mieux. Il me semble donc qu'il existe une sorte de tension qui, dans des conditions propices, pourrait exploser de nouveau. En Bosnie, comme en Serbie, en Croatie ou au Kosovo, personne n'a oublié. Les drames des années 1990
sont bien plus que d'encombrants souvenirs. Ils restent des blessures à vif. À l'image des cérémonies des 20 ans du génocide de Srebrenica en Bosnie, en juillet 2015. Aleksandar Vučić, le Premier ministre de la Serbie, qui a accepté la responsabilité de son pays dans cette tragédie, mais sans reconnaître l'existence d'un génocide, a été contraint de quitter les lieux sous les menaces de la foule. À la guerre des armes a succédé une autre guerre, celle des souvenirs et des mémoires concurrentes. La manière dont certaines structures politiques se positionnent envers les victimes est horrible. Les dirigeants bosniaques mettent l'accent sur les victimes bosniaques, les dirigeants serbes sur les victimes serbes, les leaders croates sur les victimes croates. C'est bien là notre plus grand problème. Quand ils font leur discours, et même quand ils s'excusent, ils parlent de toutes les victimes. Mais on sait très bien qu'au fond, ils ne se confrontent pas vraiment à la vérité. Si de chaque côté, un certain nombre de personnes est persuadé que sa nation est la seule victime de ces guerres, il sème ainsi les graines de conflits futurs. Et actuellement, nous en sommes témoins. Il n'y a pas assez de compassion envers les victimes des autres nations, mais bien plus une auto-victimisation de la part de chaque nation. Il faudra sans doute des années avant que les peuples des Balkans et leurs dirigeants parviennent à reconnaître leurs responsabilités respectives dans les tragédies des années 1990. Mais c'est une nécessité. La réconciliation et la construction de démocraties stables sont à ce prix. Pour cela, l'Union européenne doit jouer tout son rôle. Elle, qui a su intégrer la Slovénie et la Croatie, connaît aujourd'hui une crise profonde marquée par la montée de l'euroscepticisme, des nationalismes et une impuissance coupable devant les drames du Moyen-Orient. Toute nouvelle intégration est désormais suspendue. Pourtant, l'Union européenne ne peut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, c'était en 2012, elle recevait le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la transformation d'un continent de guerre en continent de paix. Alors, comment pourrait-elle continuer à se détourner de son propre passé ? Comment pourrait-elle laisser ces peuples des Balkans à sa périphérie et refuser de les accueillir, eux, qui ont toujours été au cœur de l'histoire du continent européen ? Ispričat ću vam vic koji se priča na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije, znači osim Bosne i Hercegovine svugdje. Kad je raj došlo do vrata, što kažemo mi 5 do 12, otišli su na Titov grob i zamolili ga, druže Tito, vrati nam se. Na šta je on odgovorio, nisam lud.